Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Et pour cette zone libre, nous sommes avec toute l'équipe de Ligne Droite. Louis Rigaudière nous a rejoints. Et avec Juliette Briens. Bonjour Louis. Bonjour à tous. Ouais, et bonjour Juliette, vous êtes directrice de la communication de l'Incorrect. Et ce matin, nous revenons donc sur cette triste attaque dans un collège d'Arras. Oui, un collège-lycée. L'histoire se répète. Homme est mort. Oui, tout à fait. Un homme est mort, un Français, un professeur de français. Dominique Bernard était agrégé de lettres modernes, un passionné de langue et de livres. Ses auteurs de prédilection, Proust, Céline, Julien Gracq. Cette passion pour la littérature et la poésie, il la partageait volontiers avec ses élèves, qui le décrivent tous comme un homme à la générosité infinie, doté d'une autorité douce et surtout d'une vraie passion pour la transmission. Alors beaucoup avaient tissé des liens avec ce professeur dévoué, visiblement aimé de tous, et qui laisse derrière lui, malheureusement, à 57 ans, une compagne et 3 enfants. Dominique Bernard est un martyr de la barbarie islamiste, mais il est aussi un héros, puisqu'il s'est interposé, il a utilisé son propre corps comme barrière pour protéger les autres et a ainsi sauvé des vies en sacrifiant la sienne. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on l'oublie. Je me disais hier en écrivant ces lignes, combien de temps parlerons-nous encore de lui? Un jour, une semaine? Combien de temps avant que Dominique Bernard, véritable hussard, ne rejoigne la longue liste des visages oubliés? Une victime parmi tant d'autres de notre démission, de la veulerie insupportable de ceux qui nous dirigent. Alors, en voyant sa photo, la photo qui a été choisie pour le représenter dans la presse, il y a une sorte de douceur dans son visage, une lueur que je ne saurais expliquer, qui m'a immédiatement fait penser à Samuel Paty, l'un des rares justement que l'on n'a pas oublié, parce que c'était la première fois qu'un professeur était ciblé, parce que sa tête avait roulé sur le pavé froid, parce que l'histoire qui avait précédé sa mort avait choqué tant elle était évitable. 3 ans après, presque jour pour jour, qu'est-ce qui a changé? Y a-t-il réellement eu y a-t-il réellement eu un après Paty? A-t-on tiré les bonnes conclusions de ce massacre? A-t-on mis en branle la machine républicaine pour sauver la vie des Français? Alors je vous laisse juger. C'est Mohamed Mougochkov, 20 ans, fiché S, d'origine tchétchène et né en Russie, qui est l'auteur des faits. Il est arrivé en France illégalement en 2008 avec sa famille, qui aurait dû être expulsée en 2014. Ses parents et les 5 enfants avaient même été emmenés jusqu'à l'aéroport direction Moscou. Mais heureusement, des associations bienveillantes comme le MRAP, la CIMAD, RESF 35, retenez bien ces noms, hein, ces gens ont littéralement du sang sur les mains, et d'autres collectifs avaient fait bloc comme un seul homme contre cette injustice. Et grâce à eux, le cabinet du ministre de l'Intérieur à l'époque, Manuel Valls, avait fait annuler l'avis d'expulsion et remettre en liberté la famille Mougochkov. Mais les associations ne sont pas les seules à remercier pour ce cadeau, puisque le Parti communiste français avait également publié un communiqué pour dénoncer l'expulsion de ces chances pour la France, justifiant qu'avec, je cite, une maîtrise de la langue française et des enfants scolarisés avec succès, tous les critères de régularisation étaient réunis. Alors, en se penchant de plus près sur la famille Mougochkov, moi, je dirais plutôt que ce sont tous les critères de la psychopathie qui sont réunis. Mais vous me direz ce que vous en pensez. On commence avec ce témoignage d'une des voisines de palier de la famille. Il frappait sa femme, des bagarres dans les escaliers, il lui tirait les cheveux, lui donnait des coups de pied. Prise barrée, il allait à l'ascenseur. Moi, j'étais sur le palier, j'entendais hurler, j'allais sur le palier. Quand même un jeune qui a vu de la violence avec son père. Quand ils étaient jeunes, le père les obligeait les 3 garçons de se battre. Mais ils se battent à 100. Hein. Les gamins, ils se battaient entre eux, à 100. Dernièrement, donc au mois de novembre, quand j'ai revu la maman, elle m'expliquait que Mohamed l'empêchait de manger le soir après le ramadan. Il ne voulait pas qu'elle mange. Il a frappé. Il l'obligeait à faire des prières pendant 4 heures par terre. Voilà, alors violence conjugale, combat de MMA dans la cave, tout ce qui est de plus équilibré. En effet, le Parti communiste a vraiment eu le nez fin sur ce coup-là, on peut le dire. Alors quoi d'autre? Alors Mohamed était parfaitement connu des services de renseignement, fiché S, comme on l'a dit, surveillé, écouté. Tout le monde était au courant de sa haine des mécréants, de la France, des Juifs, tout ce que haïssent ces gens-là.
D'ailleurs, il avait tenté une demande de droit d'asile en 2021, dont il avait été débouté en août, mais douce France, étant arrivé sur notre territoire avant l'âge de 13 ans, Mohamed demeurait de fait inexpulsable. Le jeune frère de Mohamed, Souleymane, lui aussi a été interpellé à côté d'une autre école d'Arras au moment des faits. On se demande bien ce qu'il prévoyait de son côté. Et on apprend également l'existence d'un troisième frère, Mofzar, très sympathique garçon lui aussi, puisqu'il a été incarcéré en avril pour sa participation à un projet d'attentat. Alors, 7 ans plus tôt, il s'était déjà fait remarquer au lycée Gambetta-Carnot quand un de ses professeurs avait abordé la question de la liberté d'expression et des attentats de Charlie Hebdo. Mofzar Mougoshkov, 14 ans à l'époque, avait littéralement pété un plomb devant toute sa classe pour justifier la décimation de la rédaction de Charlie, arguant, je cite, que l'attentat a eu lieu car ils avaient insulté des musulmans, ils ont insulté l'islam en représentant le prophète. Alors, à la suite de cet épisode, les enseignants avaient évidemment effectué un signalement pour radicalisation auprès des autorités et on peut dire que ça aurait été très efficace puisqu'à 17 ans, on retrouve Mofzar sur des chaînes Telegram djihadistes, devenu un partisan fanatique du djihad armé. Et sur une de ces chaînes Telegram, baptisée Bakia, il déclare d'ailleurs vouloir continuer le travail de Fabien Klein, donc la voix des attentats de Daesh, et se dit prêt à donner des cours d'égorgement en théorie et en pratique. Voilà. Alors, malgré tout ça, il faudra attendre juillet 2019 pour que Mofzar soit enfin interpellé par la DGSI après avoir fait partie d'un commando de 5 personnes dont le but était de mourir en martyr devant l'Élysée. Donc, il sera d'abord écroué, puis remis en liberté, voilà, en septembre 2020, incroyable, puis finalement remis en prison 1 an plus tard pour apologie du terrorisme. Alors, à noter également que Mohamed, l'auteur de l'attentat, s'était entretenu avec son père et son frère en prison par téléphone quelques jours avant de passer à l'acte. Tout le monde étant sur écoute, les policiers avaient pu constater des discussions autour de l'attaque du Hamas en Israël, mais n'ayant pas donné un schéma exact et méticuleux de ce qu'il s'apprêtait à commettre, Mohamed avait simplement fait l'objet d'un contrôle physique la veille du meurtre de Dominique Bernard et avait été ensuite relâché. Voilà. En termes de massacre terroriste, on en arrive à se dire qu'on met vraiment toutes les chances de notre côté dans ce pays. C'est à peine croyable de se dire que tous ces gens étaient encore chez nous. C'est pas comme si on manquait d'indices, quoi. Le cirque durait quand même depuis 2008, depuis plus de 15 ans. Donc, on a eu 15 ans pour éviter ce drame. Alors, ma question initiale, si vous vous en rappelez, était qu'est-ce qui a changé depuis l'assassinat de Samuel Paty ? Eh bien, je pense qu'on peut le dire, rien, moins que rien même. De la même façon qu'il n'y aura pas eu d'après Charlie ou d'après Bataclan, il n'y a pas eu d'après Samuel Paty. Des associations complices de criminels étrangers continuent à profiter des subventions les plus grasses. Pour vous donner un exemple, la CIMAD, c'est 6,5 millions d'euros de subventions publiques en 2021. Votre argent pour financer une association qui empêche littéralement des terroristes d'être expulsés de France. Rien que cette pensée donne vraiment la nausée. Des ONG continuent à gagner leur croûte en se faisant les complices des passeurs qui importent sur notre sol des bateaux entiers de clandestins, dont certains sont des djihadistes. Des partis politiques continuent à graisser la patte des islamistes, jusque chez les Républicains qui fricotent régulièrement avec eux. On se rappelle du bras droit de Valérie Pécresse, Patrick Karam, qui se tenait aux côtés du prédicateur islamique Mohamed Enish pour fêter l'Iftar, le même d'ailleurs qui avait fait traiter Samuel Paty d'islamophobe via la page Facebook de la mosquée de Pantin, et on connaît la suite de cette histoire. Sans parler des traites ultimes de LFI qu'on connaît tous, bon j'aurais pu commencer par eux, mais parfois je me dis à quoi bon tirer sur une ambulance. Il y a quelques semaines, sachez-le, lors de la polémique sur les abayas, Mathilde Panot avait écrit un tweet en anglais, dans une volonté de s'adresser à la communauté internationale, pour dénoncer l'islamophobie dans les écoles françaises. Je cite, « Des filles musulmanes sont renvoyées des écoles publiques chez elles parce qu'elles portent des vêtements amples. Elles sont prises pour cibles et interrogées de manière insupportable sur leur corps et leurs vêtements. » Alors ça, ce n'est pas un appel concret au djihad en France directement ciblé sur les écoles. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai du mal à comprendre comment cette femme peut se regarder dans un miroir après ça, mais enfin bon. Et Emmanuel Macron et son gouvernement continuent leur et en même temps et leurs mensonges, comme ici avec Gérald Darmanin. La ligne de fermeté est donc extrêmement claire. Identification partout sur le territoire national de ceux qui sont dangereux, retrait systématique du titre de séjour pour ceux qui sont étrangers
expulsion systématique de tout étranger qui sont en effet considérés comme dangereux par les services de renseignement. Voilà, donc il dit ça, Gérald Darmanin, et en même temps, il dit ça. Puisqu'il y a 4000 étrangers délinquants que je ne peux pas expulser du territoire national, alors même que je le veux, parce que la loi empêche de les expulser, soit parce qu'ils sont mariés en France, soit parce qu'ils ont eu des enfants en France, soit parce qu'ils sont arrivés avant l'âge de 13 ans sur le territoire de la République, quand bien même ils auraient commis leur acte après 18 ans. Voilà, donc nous allons expulser tous les étrangers dangereux et en même temps, on ne peut pas le faire. Voilà, ils nous traiteraient directement de gros cons. Franchement, on ne serait pas loin du même résultat. L'Union européenne, elle, continue à faire sa loi sans nous, à dépenser notre argent, mais pas pour nous, puisque les attentats en Israël nous auront quand même permis d'apprendre que le montant des aides de l'UE à la Palestine s'élève à la modique somme de 300 millions d'euros par an. Alors bien sûr, si vous les écoutez, pas un centime de ces aides ne finissent dans les poches du Hamas, hein, ça va de soi. Et le fait que vous osiez même poser la question, mon Dieu, ça fait évidemment de vous des fachos d'extrême droite. La seule chose qui vous est autorisée de faire, rappelez-le-vous bien, c'est de vous taire et de payer. D'ailleurs, toute parole tentant un tant soit peu d'alerter sur la venue massive de populations étrangères complètement inadaptées à notre civilisation, qui nous détestent, continue à être taxée d'extrême droite, immédiatement discréditée sur l'autel de la bien-pensance. Les OQTF ne sont toujours pas exécutés, à plus de 10%. Les profs continuent de trembler face à leurs élèves. Nos frontières continuent de ressembler à des passoires. Les bobos continuent de chanter au pas d'amalgame. Les chaînes de télévision continuent à prôner le « vous n'aurez pas ma haine ». Bref, la fissure sociétale continue de grossir. Le dialogue est de moins en moins possible à mesure que le changement de population s'agrandit. Les différentes diasporas n'ont plus besoin de s'assimiler. Dans certains quartiers, elles sont déjà largement minoritaires. Elles ont chassé tous les autres, les blancs, les juifs, les homos. Tout le monde les fuit, tout le monde en a peur. Ils n'ont d'ailleurs même plus besoin de s'intégrer. La police est devenue complètement impuissante face à des hordes de mineurs isolés qui détruisent, qui volent, qui violent, sans être vraiment inquiétés. Les massacres en Israël et les manifestations en soutien au Hamas en France l'ont prouvé. Il y a désormais deux France, deux camps qui s'affrontent, l'un pour sa survie, l'autre pour sa destruction. Désormais, c'est nous contre eux, qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. Le vivre ensemble, c'est fini. Il n'avait jamais vraiment commencé d'ailleurs, à part dans le cerveau malade de certains rêveurs privilégiés, dont certains d'ailleurs commencent à ouvrir les yeux, c'est pas trop tôt. L'ennemi est intérieur, le Hamas est sur notre sol. La solution ne réside plus que dans un retour en arrière radical, un réveil français, une main de fer, des expulsions massives, des frontières barricadées. Oui, nous sommes en guerre et il serait grand temps que cet adage n'en reste pas un. Sinon, soyez-en assurés, comme il n'y aura pas eu d'après Samuel Paty, il n'y aura pas d'après Dominique Bernard. Merci Juliette Briens d'avoir été avec nous. Est-ce qu'on a le temps pour quelques réactions, Franck ? Et non, nous devons déjà passer à la suite. Merci Juliette Briens, vous êtes directrice de la communication de l'Incorrect.